déjà, merci à tous d'être là. Merci à vous pour l'aide technique. Ce matin, on va parler... Alors, vous allez... je suis présent dans, je crois, les 3 cours qui vont suivre. Donc, vous pouvez accumuler les questions. Donc, moi, je travaille à l'hôpital Cochin, en service de parasitologie, mycologie. Et je vais vous parler là, de ce cours de ce matin, c'est sur les parasitoses tropicales émergentes et ou négligées. Est-ce que vous avez une idée de quoi ça va parler ? Ok. Donc, on va regarder de quoi ça parle alors. On va parler en fait d'un ensemble de maladies qui sont très peu fréquentes et qui sont pourtant assez connues. La maladie de Chagas, la maladie du sommeil, les bilharzioses, tout ça je pense que peut-être vous avez déjà entendu parler. Et mon objectif dans ce cours est de vous éveiller à l'idée de ce qu'est une parasitose et aussi un diagnostic très rare que vous pourrez faire en France métropolitaine, que sont ces maladies, mais voilà, qui font partie d'un ensemble de connaissances. Encore une fois, au niveau épidémiologique, en France, ce ne sont pas les maladies les plus fréquentes que vous verrez. Moi, il y en a même que j'ai pas vu dans ces maladies-là. Mais voilà, c'est pour ça fait partie un peu de l'ensemble des connaissances qu'il vous faut retenir. Ce sont pour la plupart, en particulier sur les leishmanioses et les trypanosomiases, des maladies de diagnostic délicat et de traitement encore plus délicat. Donc vous voyez, il y a 2 groupes. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu au début de la formation sur la parasitologie, j'avais expliqué qu'il y avait plusieurs... on explorait une grande diversité de micro-organismes, dont certains étaient unicellulaires, qui sont donc cette première partie. Bon, ça ne marche pas du tout. Ah ouais, d'accord. Je vais prendre un papier. Donc cette première partie-là, les leishmanioses et trypanosomiases, ce sont des micro-organismes monocellulaires. Et la deuxième partie, qui concerne la bilharziose, sont des organismes multicellulaires, ce qu'on appelle des vers plats. Donc déjà dans votre tête, essayez de faire, parce que ça va être un peu un catalogue, et on va parler donc de différentes maladies. Il y a souvent des confusions, il ne faut pas les prendre comme un ensemble. Ce sont des différents chapitres qu'il va vous falloir, en tout cas, essayer de ranger. Donc on va essayer de faire ça simple. Dans la présentation que vous aurez donc, puisque c'est enregistré, il y a à la fin de chaque chapitre, j'ai mis ce qu'il faut retenir. Donc c'est déjà, si vous retenez ce type de figure, enfin de résumé, c'est déjà, c'est ce que, à la limite, ce qu'on vous demande. Et puis le fait aussi, encore une fois, de connaître l'existence et de mettre un nom sur des maladies, encore une fois, dont à la fois la clinique et la diagnostic est délicat. Alors, on va commencer par les leishmanies et les trypanosomes. Donc, vous voyez que ce sont des maladies parasitaires vectorielles. Alors, vectorielles, ça veut dire qu'elles sont transmises par un vecteur, et que ce vecteur est quand même spécifique des maladies. Donc, vous voyez, il y en a 3. La mouche tsetse, vous en avez tous entendu parler. Voilà, ça donne une maladie. La maladie du sommeil, c'est celle dont on va parler. On verra qu'on la voit pas fréquemment. Les réduves, vous voyez, je prends vers le bas, mais bon, sont principalement des insectes piqueurs d'Amérique du Sud. Et les phlébotomes, je ne sais pas si vous connaissez les phlébotomes, sont des petits organismes, on va y reparler, qui transmettent en fait une maladie, la leishmanie.
on va commencer par les leishmanies, donc la leishmaniose, qui est donc transmise par des phlébotomes et qui a comme particularité majeure d'avoir un gros réservoir, puisque, vous voyez, ce sont l'ensemble des mammifères. C'est-à-dire que tous les mammifères vont pouvoir être réservoirs de cette maladie qui pourra être transmise à l'homme. Donc déjà, ça pose un souci, puisque si le réservoir est les chiens, les gerbilles, ça veut dire que si on veut arrêter en fait la transmission à l'homme, il faudra passer par un contrôle de cette maladie au niveau vétérinaire. Donc c'est encore une fois, souvent en infectieux, on doit prendre l'ensemble de l'univers écologique. Et c'est donc transmis par des phlébotomes. Alors comment ça fonctionne? On ne va pas forcément prendre les mots qu'il faut connaître, mais disons que le parasite est unicellulaire. Alors il est transmis par ce vecteur et en fait il va infecter les macrophages principalement chez l'homme et il va pouvoir y avoir en fait un cycle chez l'homme avec infection des macrophages, multiplication dans un macrophage et réinvasion. C'est cette série-là, évidemment, qui rend la maladie, le phlébotome se réinfectant lors d'une piqûre. Alors, on dit promastygote, ça c'est un mot, parce que dès qu'ils ont un flagellé, on parle de promastygote. Donc sinon, voilà. Le diagnostic, en fait, on verra, il se fait au niveau des infections des macrophages chez l'homme. Et comme je vous l'ai dit, ce sont des organismes unicellulaires que ici on voit. C'est pas très évident de montrer avec ça. Je suis désolé avec. Voilà, vous voyez, ça c'est un macrophage qui est. On voit pas la membrane, mais imaginez qu'il y a une membrane et vous voyez qu'à l'intérieur il y a ces formes et c'est là-dessus qu'on va faire le diagnostic. Non, c'est parce que l'écran là fait du. Ouais. Oui, voilà. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on va faire le diagnostic, oui, pardon. Bon, j'ai pas fait. Et le vecteur, c'est donc une petite bête qui fait de 1 à 4 mm. Et ça, c'est un peu particulier parce que vous avez sans doute eu un cours sur le paludisme. On vous a expliqué, ou les arboviroses même, on vous a expliqué que les moustiquaires, et en particulier les moustiquaires imprégnés d'insecticides, étaient un bon outil de prévention pour éviter d'être piqué, dormir sous moustiquaire. Alors, il se trouve que c'est bon. Je peux repasser alors. Ben, super, merci. Il se trouve que ces vecteurs, enfin ces petits moucherons, ils passent à travers les moustiquaires, les trous des moustiquaires. Alors, il y a certaines moustiquaires qui sont en toile, mais globalement, il faut considérer que la protection, la lutte antivectorielle par protection par moustiquaire imprégné d'insecticides n'est pas très efficace pour le phlébotome, qui en plus pique pas forcément la nuit, même pas la nuit, d'accord ? Donc je passe sur le caractère morphologique décrit sur cette diapo. Pour ceux que ça intéresse, vous avez la définition, mais c'est un peu comme les anophèles ou tous les vecteurs. Il y a une grande diversité dans les phlébotomes, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les phlébotomes, il y a une grande différence avec les moustiques qui, vous savez, qui piquent et qui vont pondre dans de l'eau, d'accord ? Là, les phlébotomes, ils vont pondre en fait dans de la terre ou dans l'intermeuble ou dans le sable, et donc c'est pas forcément lié à un risque hydrique, d'accord ? C'est important parce que ça veut dire que la zone d'écologie à regarder n'est pas du tout la même. Alors voilà l'épidémiologie. Il faut comprendre que c'est une maladie qui est présente en France, dans le Midi,
et sous sa forme viscérale. Donc voilà un peu la distribution des leishmanies, avec deux zones majeures, hein, quand même. Bon, j'y arrive pas. Je suis vraiment pas aidé là ce matin. Avec une distribution, d'accord, dans le bassin méditerranéen, pour ce qui nous intéresse, et puis des formes différentes au niveau de l'Amérique, du Nouveau Monde, ce qu'on appelle le Nouveau Monde d'Amérique. Alors, je suis désolé, ça ne marche pas en fait. Bien, il existe plusieurs espèces de leishmanie. Encore une fois, c'est pas forcément important de retenir le nom de l'espèce, en tout cas pour ce qui me concerne, dans le projet de cours que je vous fais ou de formation que je veux vous faire, c'est principalement connaître que les différentes espèces ont des formes cliniques particulières. Et ça a un impact évidemment sur à la fois la gravité du diagnostic et la présentation clinique, évidemment. Je repasse de l'autre côté parce qu'en fait ça ne marche pas ce qu'il m'a fait. Non, voilà, c'est bon. Peut-être ça va marcher. On va voir. Donc, non, mais bon, là, ça a l'air de tenir. Bon. Alors, vous avez les espèces de Novani infantum qui vont donner des maladies viscérales. On va voir lesquelles. Et puis, vous avez des maladies qui vont donner des maladies cutanées, soit cutanées juste au niveau du derme, soit des maladies cutanéo-muqueuses, et c'est, on va dire, c'est un problème en Amérique du Sud, hein, brasiliensis ou en Guyane française par exemple. Il peut y avoir des délabrements majeurs liés au niveau de la sphère ORL liés à ces leishmanies. Donc, vous voyez déjà, on est déjà un peu compliqué. On parlait de leishmanie, il y a plusieurs espèces dans les leishmanies. Et donc là, on va commencer par les syndromes plus cliniques. Alors, les formes viscérales, qui est donc liée à une espèce de leishmanie infantum, qu'on trouve dans les zones méditerranéennes, mais pas seulement, bien sûr, et dont le cycle, principalement, donc, est lié, vous voyez, à ce phlébotome qui va venir piquer l'homme, et qui va pondre dans des, on va dire, dans des lieux, dans le sable, d'accord, et dont la plus grande partie du réservoir, vous savez ce que c'est que le réservoir d'une maladie ou pas? Le concept de réservoir, ça vous dit quelque chose ou pas? C'est le fait que y a un endroit où il y a beaucoup. Enfin, si on prend l'ensemble des parasites, là où il y en a le plus, c'est pas forcément l'homme. Là, pour le coup, c'est souvent les mammifères sauvages ou les mammifères. Pour ce qui nous intéresse, en fait, dans les risques de transmission de zoonoses, c'est les mammifères qui sont à côté de nous, et donc en pratique surtout le chien. D'accord ? Donc le chien est malade, donc on voit là autour des yeux, bon, là on voit la dépigmentation, et puis il y a des signes un peu particuliers de type ongles déformés qui font identifier en fait qui sont des signes pour les vétérinaires pour faire en sorte de protéger les chiens. Donc c'est pas évident en fait à contrôler. Et ce qu'il y a d'intéressant, ce qui est encore un peu importante, c'est la distribution épidémiologique au niveau, on va dire, de l'Europe. Vous voyez donc en rouge, c'est là où il y a le plus de cas décrits au niveau des chiens. Puis en bleu, il n'y en a pas, d'accord ? Donc on voit bien que c'est bien méditerranéen, principalement évidemment lié à la distribution du vecteur. Donc il y a plusieurs cas comme ça cartes qui sont présentées. Et là, c'est le nombre de cas de leishmaniose dans les différentes. C'était en l'an 2000, et vous voyez que principalement, c'est dans la région de Toulon où on a beaucoup de cas décrits. Ça, c'est chez les. C'est une enquête diagnostique. Et cette maladie, comme beaucoup de parasitoses, en fait,
Ça, c'est la distribution des cas uniquement dans les Alpes-Maritimes pendant les 20 dernières années, où on voit qu'on a des cas décrits de leishmaniose viscérale, où on voit que pendant les épidémies de HIV, il y avait une recrudescence qui était liée à, évidemment, une diminution de l'immunité cellulaire qui va plus ou moins contrôler cette maladie. Quand je dis plus ou moins, c'est que vous voyez que quand même, en jaune, ce sont ce qu'on appelle les adultes VIH négatifs, mais en particulier, ça veut dire que ce sont des gens immunocompétents chez qui on peut voir apparaître cette maladie. Donc aujourd'hui, avec le contrôle du HIV, il y a un peu moins de cas, mais c'est toujours une maladie importante. Alors qu'est-ce qu'elle donne en fait cette maladie? Alors, vous voyez les signes cliniques: fièvre, adénopathie, splénomégalie, syndrome inflammatoire. Donc c'est pas quelque chose de, et pancytopénie évidemment, c'est pas quelque chose de très spécifique, hein. Si vous voyez quelqu'un qui a de la fièvre, des adénopathies, une pancytopénie, un syndrome inflammatoire, vous pensez à quoi? Hein? A priori. Qu'est-ce que vous allez faire? Dites-moi, vous pensez à quoi? Une pancytopénie avec des adénopathies et un syndrome inflammatoire. Ouais. VIH, ouais. Pancytopénie, bah, vous pensez à un problème hémato, non? Vous avez fait de l'hémato, peut-être pas? Hein? Vous n'avez pas fait d'hémato encore? Ok, bon, bah, vous ne pensez pas, ça peut être une atteinte centrale, hein, d'accord? Donc c'est plutôt chez ces patients-là, ils ont une pancytopénie. Ce n'est pas un diagnostic auquel on pense, mais c'est un diagnostic différentiel, d'accord, pour expliquer cette pancytopénie. Et ça, c'est important parce que, disons qu'entre avoir une leishmanie et avoir un problème cancer hémato, c'est quand même, c'est pas le même diagnostic et le même suivi, d'accord. Donc c'est souvent des diagnostics différentiels sur lesquels on est amené à discuter. Donc ça, c'est la forme viscérale, d'accord. Et puis, il y a les formes cutanées. Alors, qui sont donc ancien monde, ça veut dire Eurasie, hein. Et puis, nouveau monde, ça veut dire Amérique, et en pratique Amérique du Sud. Donc, les formes cutanées, c'est bon, toujours le même vecteur. C'est ce genre de choses qu'on va voir. Alors, vous voyez, c'est pas très... Enfin, je ne sais pas si vous voyez. Bon, c'est une sorte de plaie, mais c'est une plaie qui ne cicatrise pas. Il peut y avoir des images un peu, des trucs un peu satellites, mais vous voyez, c'est une plaie qui ne cicatrise pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un bouton, et ce bouton, on l'a, au bout de 2 mois, on l'a toujours. C'est pas forcément surinfecté, mais vous voyez qu'il a un petit caractère évidemment inflammatoire, avec une atteinte, mais qui peut rester comme ça. Qui peut être, voilà, ça c'est une autre. Donc c'est souvent évidemment l'endroit où les phlébotomes peuvent venir vous piquer, donc c'est souvent sur les bras, sur la tête, enfin c'est dans les endroits découverts, d'accord? Et c'est des patients qui viennent voir un médecin ou un dermato, et en fait, si vous voulez, ils ont un bouton qui date de 2 mois, 3 mois, qui peut aussi parfois être plus ou moins, vous voyez comme là, inflammatoire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur le bourrelet, là, autour, d'accord, c'est là où on va gratter pour aller regarder si on voit dans les cellules qui sont là, si on arrive à identifier les leishmanies. D'accord? Alors, ça, c'est les formes cutanées. Et puis, vous avez les formes cutanéo-muqueuses qu'on retrouve, donc, comme je vous l'ai dit, plutôt en Amérique du Sud, enfin, qu'on trouve en Amérique du Sud, qui sont donc liées à une espèce un peu particulière. Et cette fois-ci, ça ne va pas uniquement attaquer le derme, mais ça peut rentrer, et en particulier au niveau du nez, au niveau de la bouche, vous voyez, au niveau de toute la sphère ORL, et amener à des on va dire des atteintes très, très délabrantes, avec des gens qui ont plus de nez, des choses comme ça. Donc évidemment, c'est une évolution lente, mais comme le diagnostic n'est pas toujours évident et le traitement n'est pas forcément toujours efficace, on peut avoir
des cas un peu très délabrants, hein, et ce sont des plaies qui ne cicatrisent pas, donc, enfin qui cicatrisent mal. Ça prend le, jusqu'au derme, ça passe la membrane basale, donc ce sont des gens qui auront des cicatrices à vie. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte pour ça, et pour la forme cutanéo-muqueuse, c'est quand même une grosse indication au traitement. Alors, le diagnostic se fait comment? Il faut identifier la présence de parasites. Alors, il n'y a pas beaucoup de façons de le faire. Soit on le regarde, on identifie au niveau du microscope, d'accord? Vous avez vu quelques formes. Mais bon, la sensibilité n'est pas forcément la meilleure. On peut la mettre en culture. Et puis, il y a tous les diagnostics donc de type PCR. Vous voyez ce que c'est qu'un diagnostic PCR? Hein, on va chercher l'ADN des parasites, la présence de l'ADN de parasites dans une biopsie, dans le sang, dans une ponction de moelle. Et ça va dire, si on a l'ADN du parasite, ça veut dire qu'il y avait le parasite. Et comme il n'a rien à faire là, a priori, on signe le diagnostic. Et puis, on a tous les diagnostics, évidemment, qui ne sont pas directs, qui sont indirects, de type sérologie. Ça vous va, ça? Ouais. ELISA et Western blot, d'accord, qui vont rechercher, cette fois-ci, non pas la présence du parasite, mais la présence, le signe que la personne a été en contact et a donc fait des anticorps dirigés contre ce parasite. D'accord. C'est pour ça qu'on dit indirect. Donc ça, c'est par exemple, c'est la photo qu'on a vue tout à l'heure. Vous voyez que, je ne sais pas si on voit bien en fait, mais vous voyez que bon, c'est ça, ce sont voilà, multiples parasites qu'on trouve dans, là c'est une biopsie de moelle, une ponction sternale de moelle. On peut les mettre en culture. Alors ça pousse en 3 semaines, donc c'est-à-dire qu'on prend le prélèvement, on les met dans un milieu, alors un milieu de type particulier avec du sang de lapin, parce qu'il faut des cellules, hein, parce que c'est encore un parasite intracellulaire. Et alors ils disent pas cher, etc. Ça dure quand même 3 semaines à repiquer, donc c'est pas cher en termes de milieu, mais en termes d'implication de personnel, ça coûte quand même un peu cher. Et ça permet en fait, si vous voulez, d'avoir, comme les parasites ont été mis en culture, on en a pas mal, et on peut les envoyer à un centre de référence à Montpellier, qui va nous permettre d'identifier l'espèce, l'origine potentiellement, et ça va permettre de rentrer un peu dans ces cartes et identifier, de savoir si ces maladies risquent d'être émergentes. Alors ça, c'est les sérologies. La sérologie, encore une fois, vous vous rappelez, on regarde les anticorps qui sont dirigés contre ces parasites. Donc il faut déjà qu'on ait une bonne spécificité. Donc là, vous voyez, on met des parasites, puis on met des anticorps, on met le sérum, et après on fait un anticorps contre les anticorps qui est fluorescent, et on voit que les anticorps collent contre les parasites. C'est ce qu'on appelle l'immunofluorescence. Mais bon, chez les immunodéprimés qui n'ont pas une bonne réaction, ça peut être négatif, ça peut être faux négatif. Ça, c'est le Western blot. Encore une fois, ce sont des signes un peu... je vais passer le Western blot. Et puis, pour des notions d'épidémiologie et de recherche de façon large, il y a ce qu'on appelle des bandelettes diagnostiques. Vous connaissez le principe des bandelettes diagnostiques? Ouais, vous avez vu, donc ça se développe de plus en plus, qui ont en général une bonne souplesse, qui sont souvent assez spécifiques, mais un des problèmes, c'est souvent la sensibilité. Donc là, c'est pour regarder les anticorps. Quand on regarde en fait les différents tests, donc ça c'est une étude qui a été faite où on voit qu'en pratique, la PCR reste quand même l'outil diagnostique le plus sensible, et c'est celui qui est souvent réalisé et demandé pour le diagnostic, en particulier pas des cutanés, mais évidemment des leishmanies viscérales. Alors dans les formes cutanées au niveau du traitement, la plupart du temps, ça dépend où c'est situé, mais souvent, au bout d'un moment, chez un patient non immunodéprimé, ce bouton va passer au bout de 4-5 mois. On peut faire le diagnostic et puis dire on ne va pas forcément traiter. Pour des zones qui sont bien étendues ou dans des
dans des endroits qui sont potentiellement, on va dire, embêtants du point de vue esthétique, on peut proposer des injections intradermaux, donc d'antimoine, qui sont des médicaments un peu agressifs. Et puis, pour les formes viscérales et puis les formes cutanéo-muqueuses dont je vous ai parlé, qui sont des formes assez agressives, alors on a 2 médicaments. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que bon, l'amphotéricine B, vous en avez entendu parler, je pense. C'est quoi? J'entends, excusez-moi. Vas-y, essayez-moi de dire. C'est un antiparasitaire? Ouais, un antifongique. D'accord. Alors, il est là, il n'est pas là par hasard. Il est là parce qu'il fonctionne. Hein. Donc, je ne me suis pas gouré, a priori. Mais c'est sans doute, je ne sais pas pourquoi ils ont essayé l'amphotéricine B, mais comme on était en face de traitements qui sont très compliqués pour les leishmanioses, ce sont des maladies qui sont particulièrement négligées, dans lesquelles, si vous voulez, il n'y a pas un grand potentiel de développement financier pour faire des médicaments. Donc, on a trouvé, et sans doute, peut-être, je ne sais pas quel a été fait l'historique, mais en tout cas que l'amphotéricine B fonctionnait bien sur les formes de leishmanie, viscérale ou cutanéo-muqueuse. Et donc, c'est le traitement qu'on va proposer, mais vous savez que c'est un traitement, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui a quand même pas mal d'effets secondaires. Et donc, en général, on amorce le traitement par amphotéricine B, puis après, on va reprendre après avec le glucantime en relais, si tant est qu'il y en ait besoin. Et ce sont des maladies qui sont très difficiles. Il faut faire des traitements un peu longs. Mais surtout, chez l'immunodéprimé, il peut arriver que ce ne soit pas stérilisant. C'est-à-dire qu'en fait, un patient qui est HIV, dès qu'il va avoir un peu une baisse de CCD4, va refaire en fait une forme. Et donc, c'est des patients à suivre sur du long terme. Donc, je passe sur les... Alors, donc, un diagnostic délicat, une clinique quand même qui peut être sévère, et puis des traitements qui sont un peu lourds. Donc, évidemment, il faut tout faire sur la prévention. Alors, le contrôle des phlébotomes, voilà, donc c'est très difficile. C'est vraiment des petites bêtes. Alors, il paraît qu'il y a certains arbustes qui les repoussent, mais je ne crois pas que ce soit suffisant, parce que vu le nombre de bougainvilliers qu'il y a en Amérique du Sud. Par contre, ce qu'il y a d'important, c'est de contrôler le réservoir animal, et surtout hein, d'essayer d'éviter que en particulier les chiens errants, puissent se balader avec plein de parasites et donc aller distribuer la maladie. Donc c'est le contrôle des chiens qui ont la leishmanie. Alors abattage des chiens leishmaniens, bon je peux pas être, je suis pas vegan, hein, mais je suis pas non plus hyper agressif par rapport à ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est c'est pas la mitraillette, c'est juste il faut prendre en compte avec les vétérinaires cette problématique. Alors les colliers deltamétrine, vous savez ce que c'est? C'est un insecticide. C'est ce qu'on met par exemple sur les moustiquaires après insecticide. Et de toute façon, le vrai problème, c'est que potentiellement, voilà, le réservoir sauvage est compliqué. Donc c'est une maladie qui est assez complexe en fait, qui a une évolution lente, un diagnostic difficile, un traitement délicat et une prévention qui n'est pas évidente. D'accord ? Donc c'est pas forcément simple à aborder, mais c'est des choses sur lesquelles, disons qu'on voit souvent, enfin on est souvent amené à faire un diagnostic différentiel sur une pancytopénie, sur des gens immunodéprimés qui habitent, par exemple, qui ont séjourné dans des zones d'endémie qui peuvent être le sud de la France. D'accord ? Alors là, c'est les points essentiels, donc je ne vais pas revenir forcément dessus. C'est juste pour vous dire que cette diapo, si vous l'avez, ça vous permet d'avoir cette fiche, d'accord, où vous avez en fait les problématiques que j'ai abordées là sont résumées. C'est donc, là on parlait de leishmanie qui était liée à un parasite intracellulaire dans les macrophages, d'accord ? Ok. Parce que maintenant, on va passer à un autre type de maladie, et je ne voudrais pas que ce soit forcément très embrouillé dans votre tête. Donc c'est une toute autre maladie, d'accord ?
Ok. C'est une maladie vectorielle, encore une fois. Et on va parler là de deux entités qui sont liées, bon pareil, hein, ce sont des protozoaires qui ne sont pas très éloignés phylogénétiquement entre eux, mais qui donnent des maladies, et c'est des zones différentes. Hein. C'est donc la trypanosomose américaine, d'accord. Et après, on va parler de celle africaine, la maladie du sommeil. Donc ce sont deux entités quand même cliniques qui ne sont pas les mêmes. Pas les mêmes parasites, d'accord. Ça a le même nom, mais encore une fois, j'essaye de faire en sorte de bien... D'accord, la leishmanie, les phlébotomes. Là, on va parler de Trypanosoma cruzi, qui est transmis par des réduves. Alors, ce sont des insectes piqueurs de cette taille, hein, qui font plusieurs centimètres. D'accord, donc ce n'est pas du tout le phlébotome. Et encore une fois, le réservoir est un mammifère. Donc ce sont les mammifères évidemment d'Amérique du Sud, avec le cochon d'Inde, le tatou. Je ne sais même pas ce que c'est ça. Un quati, je sais pas quoi, un quati, je crois. Enfin, bref. Et les mammifères, c'est évidemment les animaux. Donc comment ça se passe en fait? C'est pas la piqûre qui va faire en sorte qui va transmettre en fait la maladie. C'est que quand on est piqué, on va se gratter, et les parasites sont dans la réduve au niveau de l'intestin, et donc en fait il fait caca sur nous, et donc on va être transmis, on va pouvoir se contaminer par contact en fait, quand on gratte par exemple, transcutané, ou parfois par ingestion. Et ça c'est important à voir, c'est-à-dire que si une réduve fait caca dans un liquide et qu'on boit le liquide, ben on peut être malade. On va voir que c'est pas forcément des choses qui n'arrivent pas. Chez l'homme, en fait, ça va rentrer, donc, c'est encore une fois, hein, ça va rentrer dans différentes cellules, alors plus ou moins orientées sur des muscles. Et un des problèmes majeurs de ça, c'est que ça peut atteindre le cœur. Et donc, ça va entraîner ces problèmes. Donc, c'est encore une fois des maladies souvent chroniques, un peu lentes d'évolution. Et puis, il va circuler en particulier dans la circulation sanguine. Et quand la réduve va piquer, là, pour le coup, elle prend du sang. Et c'est là où elle va s'infecter. D'accord ? Donc, vous avez une partie vectorielle et une partie humaine. Donc, voilà, en fait, comment ça marche. Hein. Ils vont infecter. Et c'est cette infection chez l'homme, dans certains tissus particuliers, qui vont entraîner toute la problématique clinique de cette maladie, qui, encore une fois, est spécifique de l'Amérique du Sud. Alors, on a des signes cliniques un peu particuliers. Ça, c'est c'est marqué là. Chagome et puis le signe de Romagna. Donc, c'est un œdème unilatéral, œdème palpébral, d'accord, unilatéral, qui est un signe connu. C'est dans les phases aiguës, hein, mais bon, on ne les voit pas fréquemment. Ça, c'est juste pour vous montrer que, en fait, comme je parlais des leishmanies, c'est une carte qui vous montre la diversité en fait des triatomes, enfin des réduves, qui peuvent permettre la transmission. Encore, c'est sans doute pas aussi, ça va être un peu plus complexe aussi. Mais vous voyez que c'est principalement dans les zones, on va dire plutôt forestières. Et un des gros problèmes, en fait, ce sont au niveau du Brésil, où il y a quand même beaucoup de gens et où cette maladie touche beaucoup, peut toucher beaucoup de populations. Et en fait, la population qui est touchée, sont les pauvres. Parce qu'en fait, les réduves, alors les pauvres, en tout cas ceux qui habitent dans des maisons en torchis ou des choses comme ça, parce que c'est là où leur univers, d'accord, alors il n'y aura pas de réduve ici, a priori, parce que les murs sont un peu durs. Donc c'est un problème d'environnement. Hein. Donc la contamination, c'est par la piqûre, mais principalement parce qu'on se gratte. Mais ça peut être par voie orale. Et il y a des problèmes, évidemment, comme ce sont des maladies qui vont être chroniques. Donc il va y avoir des portages chroniques. Et donc ça va entraîner des problèmes, puisqu'ils peuvent circuler dans le sang à bas bruit. On va avoir des problèmes à la fois au niveau congénital, enfin transplacentaire. On peut avoir des enfants qui peuvent être infectés par in utero. Et puis il y a le problème des maladies transfusionnelles, hein, puisque c'est une maladie qu'on va pouvoir transmettre, puisque ça passe dans le sang. Donc là, c'est juste pour vous montrer un peu le type de
Voilà. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est marqué une maladie de la pauvreté, ce qu'on dit, puisque vous voyez que c'est quand même pas des habitations lourdes, c'est plutôt des habitations en torchis, vous voyez, ils se mettent là-dedans, vous voyez, et ils vont contaminer, ils vont piquer, et puis ils peuvent aussi contaminer, vous voyez, par exemple, on fait un jus de, alors là, c'était un jus de palme, de fruits de palme, d'accord, qui avait été à l'origine de la contamination d'une épidémie, en fait, de maladies de Chagas qu'on a pu diagnostiquer au niveau aigu parce qu'il y avait eu plusieurs cas, on va dire, regroupés de gens qui présentaient alors la phase aiguë, fièvre, fatigue, bon, c'est pas très, mais le fameux œdème facial unilatéral, un signe de Romagna, qui a sans doute alerté les cliniciens. Et vous voyez qu'en fait, on voit les différents signes cliniques que ça peut donner. Donc, et encore une fois, il n'y a rien de bien particulier à part cet œdème facial qu'on retrouvait, en tout cas dans cette étude, chez 11 patients sur 11. Voilà, le fameux œdème palpébral unilatéral. Donc ça, c'est la phase aiguë, qui est donc une phase, on va dire, avec peu de signes spécifiques. Mais le problème, c'est moins la phase aiguë que la phase chronique qui est de l'ordre, là, donc on voit, ça c'est au niveau du quart, qui est de l'ordre des atteintes, et en particulier les atteintes cardiaques. Et une autre chose qui peut arriver, ce sont les méga-organes, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est qu'en fait, suite à la destruction par les parasites de façon chronique des muscles lisses, on va avoir une augmentation de la taille, en particulier, vous voyez que ça c'est un côlon qui n'est pas de taille attendue, ni les intestins, et donc on va avoir des gonflements, parce qu'on va pas. Et ça peut évidemment entraîner pas mal de désordres, on a les anévrismes, mais le problème cardiaque est quand même au stade majeur. Ce sont des complications tardives pour lesquelles la destruction est irréversible. Hein. Donc on est dans des phases où on arrive un peu tard pour soigner et pour prévenir la maladie. Donc le diagnostic, vous voyez, ce sont ces formes un peu dans le sang, là. Bon, on voit ça un peu fréquemment. Hein. Et évidemment, la PCR est là aussi de bon intérêt, puisque en fait, on augmente la sensibilité. Mais on a des tests sérologiques qui fonctionnent assez bien. Alors, le traitement, je ne pense pas que ce soit dans le cadre ici. Ce qu'il faut surtout bien penser, c'est, encore une fois, la prévention. Alors la prévention, c'est quoi? C'est améliorer les habitats, donc c'est simple, il suffit qu'il n'y ait plus de pauvres, il y aura moins de maladies de pauvres. Je ne sais pas si vous avez, sur le palud, je ne sais pas si vous en avez parlé un peu, mais c'est un peu la même chose. Hein. Il y a un paludisme urbain est principalement lié à des zones de pauvreté, et puis sinon c'est évidemment une maladie sur laquelle l'environnement, le contrôle de l'environnement joue une part importante, et contrôler l'environnement, ça veut dire aussi quelque part l'urbanisation, faire en sorte qu'il y ait une amélioration globale du système de santé et du niveau de vie. Mais bon, en attendant, donc c'est ça. Éloigner les réservoirs animaux des maisons, parce que par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais en Amérique du Sud, en particulier là, ça va être Bolivie, ou je sais pas, un des plats préférés, c'est de manger des cochons d'Inde. Et donc il y a un élevage de cochons d'Inde qui peuvent être elles-mêmes, cet élevage évidemment, peut être un réservoir important, d'accord. Et puis le risque transfusionnel, maintenant au départ on traitait le sang avec du violet de Janssen, mais bon maintenant on fait des détections PCR sérologiques. Il faut bien comprendre que la diminution est assez importante de cette endémie, parce que ça a été bien pris en charge à la fois au Pérou, en Bolivie, tout ça je crois que c'est pratiquement éradiqué. Au Brésil, il n'y a plus que 2-3 zones qui sont encore considérées comme étant endémiques, 2-3 États, plutôt vers le nord. Donc c'est un ensemble de maladies qui sont encore une fois, peu fréquentes, mais dont il faut se rappeler quand on a un patient qui vient, qui présente, je sais pas, des signes cardiaques ou des choses comme ça, et qui vient
ou un touriste qui revient d'une zone d'Amérique du Sud. D'accord ? Donc là, vous avez encore une fois les points essentiels qui sont un résumé des photos précédentes et qui vous permettront, voilà, de savoir que c'est ce qu'il faut retenir sur la maladie de Chagas, qui est une trypanosomiase américaine. Alors maintenant, on va faire la trypanosomose africaine. Donc il faut considérer que c'est le même mot, hein, trypanosoma, mais ce ne sont pas les mêmes trypanosomes, hein, et ce n'est pas du tout la même maladie en fait, puisqu'elle n'est pas transmise par des réduves, mais par la fameuse mouche tsetse, hein, qui est là visiblement, d'accord, qui va piquer, qui fait très mal, et glossine, et qui est une maladie qui cette fois-ci, qui cette fois-ci, donc cette fois-ci c'est bien par la piqûre, hein, c'est au niveau des glandes salivaires. Le parasite va infecter la glossine au niveau des glandes salivaires, et c'est donc là cette fois-ci c'est comme le palu, hein, c'est la piqûre qui elle-même va entraîner l'infection, et il va y avoir une infection du parasite qui vont rentrer, alors à la fois en intracellulaire et surtout au niveau des différents fluides, et ça va entraîner en fait une réaction inflammatoire avec un passage toujours dans le sang qui fait en sorte que ça continue le cycle. Donc c'est une maladie qui est typiquement africaine et pas dans toute l'Afrique, hein. Vous voyez, donc là, ah oui, d'accord, on ne voit pas bien. Mais... Donc en gros, là, il n'y a pas de cas, hein. C'est donc l'Afrique centrale. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, ça c'est la RDC. Ouais. Là, vous avez Rwanda, Burundi, Ouganda. D'accord ? Donc c'est ces zones-là. D'accord ? Et les mouches, c'est pas dans les glossines, ne sont pas à Kinshasa ou à Kigali, hein. C'est dans des zones plus dans les zones sauvages, forestières. Alors ça, c'est juste pour montrer le nombre de cas qui est en rapport en fait avec un problème de prévention. Donc c'est pas un problème politique là, hein, mais il est ces maladies sont liées encore une fois à un problème d'écologie et de diagnostic rapide, et donc il faut bien comprendre que des désordres de type politique peuvent entraîner des problématiques de santé publique. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des maladies à transmission qui sont quand même pas très fréquentes. C'est pas une maladie comme le palu avec des épidémies. Mais donc ça veut dire qu'on peut faire des bonnes campagnes de prévention si on a une structure sanitaire qui est bien constituée. Ça, c'est le milieu du type du mouche tsetse. Vous voyez, c'est pas dans les villes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut diagnostiquer rapidement les cas pour pouvoir les traiter. Et vous avez les deux types de trypanosomes africains. Donc, gambiense qui donne des signes cliniques, encore une fois, pas très très fréquents. Mais bon, vous voyez, une adénopathie. Alors, bon, une adénopathie chez un patient en RDC, c'est sûr qu'on peut faire une liste longue comme 2 pages à 4 pour ce que ça peut être. Mais bon, en tout cas, l'intérêt, c'est de faire la ponction et de regarder. Et par contre, pour Rhodesiense, voilà, on a des signes cliniques plus précis au niveau de la piqûre, et puis on a des signes cardiaques dans la phase aiguë. Alors la phase chronique, bon, c'est connu pour ça donne une encéphalite, hein, donc c'est d'où le nom de la maladie, hein, avec une somnolence diurne, et typiquement les gens qui se réveillent plutôt la nuit. Mais ça peut donner évidemment plein de troubles neurologiques, donc c'est une indication en général sur la PCR. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait ? Le diagnostic se fait sur la notion de comptage, hein, c'est quand même
des patients qui ont été dans un endroit un peu particulier en Afrique, et on peut rechercher soit au niveau des ganglions, soit faire des sérologies, soit des PCR. D'accord. Alors il y a des campagnes quand les structures sanitaires fonctionnent, on a des campagnes qui sont faites avec des diagnostics sur le terrain, hein, pour regarder les risques de population infectée et de proposer en fait comment ça s'appelle, une prévention. Et sinon, là, vous avez, bon, ça c'est assez connu, c'est la cellule de Mott qui est un peu presque pathognomonique de ce qu'on trouve dans le LCR, d'accord. On peut faire des sérologies intra-LCR. Le diagnostic est, on va dire, assez compliqué, mais qui est vraiment un diagnostic rarement fait, parce que, donc là, le traitement, je ne vous demande pas de l'apprendre, c'est juste pour dire qu'il y a un traitement, mais qui n'est pas vraiment très développé, hein, pour les problèmes de coûts, encore une fois, et de retour sur investissement. Et donc, tout se joue sur la prévention. Donc, faire des dépistages rapides pour pouvoir traiter les gens et pour éviter qu'ils eux-mêmes transmettent la maladie. Et puis, essayer de lutter contre les glossines. Alors, ce qui marche, on a essayé, c'est la chaîne mal stérile, mais c'est surtout des piégeages de glossines, et puis éviter de... Vous voyez, ces couleurs noires et bleues qu'il faut éviter d'avoir quand on va en Afrique, parce que ça attire bien les glossines. Alors, le point essentiel, je crois que c'est ça. Vous voyez, ça c'est le nombre de cas observés en France depuis de 80 à 2004. D'accord, vous voyez que depuis 2002, moi, ça fait deux ans et demi que je suis sur Paris. Je crois qu'il n'y en a pas eu de cas déclarés. D'accord, donc ce sont des maladies vraiment, vraiment exceptionnelles. Exceptionnelles, rares, qui existent, mais qui sont à identifier, à éliminer dans un cadre précis avec une notion de voyage. D'accord. D'accord. Donc voilà. Donc c'est sûr qu'avec aussi peu de patients positifs à traiter dans les 10 dernières années, c'est sûr que le développement des nouvelles molécules, ça ne va pas être une priorité, quoi. Voilà. Donc là, je parlais on va parler d'une autre partie, une dernière partie de maladies émergentes tropicales, sont les bilharzioses ou schistosomiases. Alors, ça n'a rien à voir, hein. Vous avez compris que c'était, encore une fois, hein, on a parlé des leishmanies, maladie de Chagas, maladie du sommeil, d'accord. Les leishmanies, il y avait plusieurs... Ça va, vous avez compris que c'était bien des maladies différentes, hein. Des parasites différents, des maladies différentes. Et là, mais c'était encore une fois des flagellés, des protozoaires, des unicellulaires. Là, on va parler d'une autre maladie encore différente, qui cette fois-ci est, à la différence des autres, est fréquente, de diagnostic assez facile et de traitement très simple. Donc c'est bien. Et qui n'ont pas dû à un organisme unicellulaire, mais un organisme, enfin des vers, d'accord, qui sont représentés ici, monsieur et madame, qui vont en fait coloniser, on va regarder un peu, des plexus veineux, et en fonction du plexus veineux, enfin, on va dire d'un plexus veineux, ça vous va ça? Ouais. Bon, ok. Et en fonction de la localisation du plexus veineux, ils vont donner soit une atteinte plutôt urinaire, soit une atteinte plutôt, on va dire, digestive, d'accord. Et ça, c'est lié, en fait, alors on ne sait pas pourquoi, mais au choix de migration du ver adulte avec... donc, vous voyez, il y a la femelle et le mâle qui vont se bloquer dans un plexus veineux, et ils vont pondre plein de petits œufs là qui sont là, d'accord. Et en fonction du style, enfin de l'espèce, hein, on va avoir, ça c'est hématobium, vous voyez que c'est une grosse bête comme ça c'est l'œuf, hein, qui va être plutôt dans le stade urinaire, et Manzoni qui va être plutôt dans le côté digestif, d'accord.
Donc on va avoir plutôt une bilharziose urinaire et une bilharziose digestive. Ok. En fait, ces parasites vont être libérés dans l'eau, en général des eaux plutôt stagnantes, mais bon, des eaux, soit par les fesses, soit par les urines, d'accord, quand les gens vont se baigner. Et ça va en fait être obligatoirement passé par un mollusque de différentes espèces qui va, en fait, le parasite va ensuite se développer et libérer ce qu'on appelle les furcocercaise, d'accord, qui vont être présents dans l'eau, d'accord. Et lorsqu'on va se baigner, bon, il y en a ceux qui font pipi, qui libèrent, et donc il faut les mollusques. Et quand on se baigne, eh ben par voie transcutanée, les parasites, ces parasites-là, vont aller infecter l'homme. Ils vont se développer, d'accord, dans la circulation, donc ça va prendre un certain temps, plusieurs semaines, pour arriver au stade adulte. Et à partir de là, ils vont infecter l'homme et ils vont pondre les œufs, donc ils vont aller soit au niveau urinaire, soit au niveau digestif. D'accord? Donc c'est pas simple, quoi. Cette fois-ci, le vecteur, en gros on peut parler de vecteur, c'est un mollusque. Et donc, c'est quand on se baigne, il n'y a pas de notion autre que le fait de se baigner dans un endroit où il y a les parasites. Alors, vous voyez, il y a 200 millions de cas, et c'est une des pathologies en parasitologie la plus fréquente qu'on observe à Paris, avec la toxoplasmose et le paludisme. D'accord ? Donc, c'est des maladies qu'on voit assez fréquemment. Et donc la notion de comptage est importante, mais on va voir qu'il y a aussi une notion qui est assez intéressante, c'est le fait qu'on parle de maladies émergentes, c'est le fait que ça peut, du fait de la mobilité en fait, des gens qui vont souvent, donc c'est une maladie plutôt, il y en a beaucoup en Afrique, on peut voir qu'on va avoir des cas qui peuvent être ramenés en France et des systèmes qui peuvent se mettre en place. Donc évidemment, vous avez compris que c'était en rapport avec l'eau, donc tous les systèmes d'aménagement hydraulique, d'augmentation, enfin de régulation, par exemple de mise de barrages, pour faire en sorte de favoriser l'irrigation au Niger, dans les zones, on va dire, subsahariennes. Vous comprenez bien que ça va être un facteur d'augmentation de risque écologique, et les gens qui vont se baigner risquent d'avoir plus facilement la maladie. Donc ça, ce sont la distribution où on voit globalement qu'on a Hématobium et Mansonis, ce dont je vous parlais, principalement en Afrique. Et puis vous avez une espèce un peu particulière, Japonicum, qui sont dans le bassin du Mékong, ici, et puis un peu en Chine. Donc voilà, là on voit les furcocercaires là, qui viennent, qui sont dans l'eau. Alors ça se voit, là c'est grossi, mais on ne les voit pas quand on est dans l'eau. Et c'est ce type de zones qui peuvent être impliquées et qui sont susceptibles d'être propices. C'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent des mares ou des choses comme ça en Afrique. Ce sont des signes un peu particuliers. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2013, en fait, bon, ça a été un peu compliqué mais, à découvrir, mais on a identifié, de fait de la maladie, des gens qui avaient la bilharziose, mais qui n'étaient jamais allés en Afrique. Et ça s'est passé en France, enfin, des gens de la région de Toulouse. Et puis, à discuter au niveau européen, ils se posaient la question. Puis il y a eu des Allemands qui ont déclaré aussi ça. Et en fait, ils ont regardé ce que faisaient les Toulousains et les Allemands, ce qu'ils avaient fait en même temps. Ils avaient été ici, là. Je ne sais pas si quelqu'un connaît, mais c'est la Corse. Bon, sans doute quelqu'un a été en Corse ici. Et vous savez que dans Corse, comme ailleurs, vous avez des petites rivières qui sont très agréables où les gens vont se baigner, surtout qu'il fait chaud. Et il y a eu effectivement une épidémie. En fait, donc c'est sur le Cavou, là, qui est donc vers Porto Vecchio, en Corse, une épidémie. Pourquoi ? Parce que il y avait les mollusques et il y avait un temps qui est quand même pas super froid en Corse, quoi. Et donc ça a permis, en fait, si vous voulez, que plein de gens, enfin quand je dis plein de gens, il doit y en avoir une quarantaine au moins, ont été identifiés comme infectés par la bilharziose. Donc en France.
Et en fait, quand on a repris l'historique, s'est rendu compte que cette maladie était connue en France, la bilharziose, dans cette région, hein, était connue pour être une maladie endémique de cette région. Et donc vous voyez que c'est assez intéressant de savoir que ces maladies qui, pour nous, sont des maladies, on va dire, plutôt de type africaine, évidemment, de maladies tropicales, ben, sur des contextes un peu particuliers. Bon, il suffit de quelqu'un vienne. Alors en plus, c'était un parasite un peu mixte, mais ont été coloniser cette rivière qui a été donc interdite à la baignade pendant, bon, vous imaginez l'implication, parce que j'imagine que c'était un truc assez touristique, pendant plusieurs années. Là maintenant, a priori, ça a été déclaré zéro. Et en fait, quand ils ont fait des études de malacologie, ils ont retrouvé évidemment les mollusques potentiellement vecteurs. Alors, les signes cliniques de cette phase, de cette infection, alors vous allez voir qu'ils sont en fait, c'est un problème chronique plus. Mais il y a un signe qui est connu dans la phase aiguë sur lequel on peut se rapporter si on a, parce que l'idée c'est de traiter bien avant la chronicité de cette maladie. Donc c'est la notion de fièvre de Katayama. C'est en fait on va se baigner, ça nous gratte, on a de la fièvre et on a une hyperéosinophilie. C'est la phase, d'accord, de la phase aiguë, la phase de transit du parasite. Et vous voyez qu'on peut avoir des lésions, voilà, des petites lésions. Bon, c'est pas très, très évident, hein, ça n'a rien de spécifique. Mais disons que la notion de comptage associée à prurite après un bain dans un point d'eau en Afrique doit faire évoquer le diagnostic, en particulier quand vous faites une discussion sur des gens quand ils reviennent de voyage, etc. Donc ça, c'est juste un diagnostic différentiel avec fièvre et hyperéosinophilie. Hein. Donc si on peut avoir la douve, l'idatidose, ça vous dit quelque chose, ça, ou non? Ouais, kyste idatique. La trichinellose, vous l'avez vu ou pas? Maladie qui est liée à la viande crue. C'est principalement, on va en reparler, je pense, tout à l'heure. Et toxocarose, vous avez vu ça? Vous avez vu la toxocarose ou non? Ah d'accord, bon. Très bien. Toxocarose, c'est une maladie, là, pour le coup, qui est transmise ici en France et qui est principalement liée à une injection et qui est transmise par les chiens. Et c'est pour ça que les chiens sont interdits d'aller dans les bacs à sable en France parce que c'est le lieu propice en fait pour pas qu'ils aillent faire un caca dans le truc et qu'on se contamine et surtout les enfants se contaminent. Voilà. Bon, on va oublier ça alors. Alors, donc juste deux signes cliniques majeurs. Donc vous avez la bilharziose digestive intestinale, ok, Manzoni, qui vont donner plutôt des diarrhées chroniques, s'ils donnent quelque chose, et la bilharziose urinaire, donc avec du hématobiome, qui va donner une hématurie. Alors vous voyez, là, cette photo là, c'est des gens qui reviennent, enfin des enfants. Alors, on ne voit pas du tout. Vous voyez ou pas? En fait, ils viennent avec une peau d'urine qui sont toutes rouges. Et en fait, moi j'étais à Madagascar et en fait, souvent on considérait que la période de devenir adulte pour les enfants, c'est quand les garçons, les filles, c'est quand ils faisaient pipi rouge. Parce que les filles, elles avaient leurs règles et les garçons, ils faisaient pipi rouge et c'était naturel. C'est-à-dire qu'une hématurie était naturelle. Ça veut dire qu'on était, comme tout le monde était infecté, il y a un moment donné, il y a une atteinte, évidemment que ce n'est pas naturel, hein, il y a une atteinte au niveau de la vessie qui rend l'hématurie macroscopique, d'accord, et qui fait en sorte qu'en fait ça signe le diagnostic, enfin la chronicité de l'infection. Juste pour vous expliquer que ce sont vraiment des maladies sur lesquelles il y a un taux d'endémie qui est majeur. Alors qu'est-ce que ça donne dans les phases tardives? Alors du fait on peut avoir une hypertension portale par les infections intestinales, et puis il y a tous les problèmes pour hématobiome, ce sont des calcifications vésicales avec potentiellement, si vous voulez, un retentissement au niveau rénal. Ça peut aller jusqu'au cancer de la vessie. Et le patient, en fait, qui avait été diagnostiqué de Toulouse, en fait, je crois que c'était une petite fille qui faisait une hématurie. Et dans le cadre de l'hématurie, ils avaient regardé
ils avaient fait une cystoscopie et ils avaient identifié, en fait, par des biopsies, d'accord, là, le parasite au sein de la vessie. Donc là, la question ne se posait pas de savoir s'il avait une bilharziose urinaire, mais comment il l'avait attrapé. Donc voilà, donc en fait, ce qu'on va rechercher, c'est principalement, donc encore une fois, vous vous rappelez que les adultes qui pondent ne sont pas accessibles, okay, au diagnostic, on va pas faire. Mais par contre, ce qu'on va regarder, c'est le fait qu'ils aient pondu et le fait que chaque en fait, œuf va être entouré, bon, je vais me refaire, va être entouré, si vous voulez, d'une réaction inflammatoire. Et quand on en a plein de réactions inflammatoires au niveau de la vessie, ça va entraîner une vessie, une hématurie, puis des calcifications, puis un retentissement sur les... Alors ces œufs peuvent se retrouver un peu n'importe où, et principalement donc au niveau vésical ou intestinal. Et un des diagnostics qu'on peut faire pour les maladies de Manzoni ou des bilharzioses intestinales, ce sont des biopsies au niveau de rectal. Comme ça, on peut voir dans certains endroits les parasites au sein du tissu prélevé. Bon, je vais avancer un peu plus vite. Donc, un cas clinique, personne de Madagascar qui vient pour diarrhée chronique avec sang aiglaire. Okay. Un examen parasitologique des selles qui est négatif. À la colonoscopie, il trouve une rectocolite ulcéro-hémorragique et on fait une biopsie. Et voilà, donc ça c'est la biopsie globale. Et vous voyez qu'ici, on observe un œuf, d'accord, c'est gros, hein, c'est à peu près la taille de, je ne sais pas si vous avez déjà vu des globules rouges, mais c'est 4-5 globules rouges. C'est long, hein. Donc on les voit assez bien. Et vous voyez qu'au sein, en fait, de l'épithélium, là où je sais pas où c'était, au niveau du côlon, du tissu de la biopsie, on observe en fait un œuf qui signe le diagnostic et vous voyez qu'en fait sa rectocolite était due à l'infection par Manzoni. Alors, le traitement c'est assez simple, c'est praziquantel en général, donc vous voyez c'est en une prise, donc c'est assez simple et on peut renouveler quand même pour 1 mois, on est sûr. Et la prévention, c'est ça qui est important, hein. C'est donc, vous avez compris que c'était parce qu'on faisait caca et pipi dans l'eau, donc si on met des latrines, c'est mieux. Une précaution que je vous recommande de faire, c'est que si vous allez, sauf cas un peu particulier, mais si vous allez pour les vacances, évitez en Afrique, hein, évitez les bains dans des mares comme ça. Et l'autre chose, ce qu'il y a surtout qui sont faits, en particulier dans les zones d'endémie forte, hein, comme je vous racontais, quand on est tellement habitué à ce que tout le monde ait une hématurie macroscopique, ça veut dire que tout le monde est infecté. Donc en fait, il y a et que le traitement est mono, d'accord, c'est une monodose. Donc il y a quand même pas mal de diagnostics au niveau des villages, hein. Et c'est-à-dire qu'en fait, les gens vont au niveau des villages. Alors là, c'est pour les urines, par exemple. On prend l'urine de tout le monde. On va filtrer sur un papier filtre, hein, d'accord, on le passe à travers vous voyez là, un papier filtre. Après, on prend le papier filtre, on met une goutte de colorant et on regarde s'il y a ou pas des parasites, d'accord. Et on va regarder en fait, ce qu'on fait en général, c'est on prend un échantillon, on va dire au hasard de la population, une vingtaine de personnes. Et si sur les 20 personnes, il y en a un certain nombre, je sais pas, 7, qui sont positifs, alors on soigne tout le monde, tout le village est traité de façon systématique. D'accord. Et ça donne des bons résultats, puisqu'en fait, l'idée, c'est de diminuer, hein, le nombre de porteurs, et évidemment associé à des mesures hygiène et de sanitaire. Donc voilà, ça c'est la base de la prévention. Encore une fois, c'est une maladie assez fréquente, on en voit très fréquemment chez les gens qui ont été en Afrique ou qui viennent d'Afrique. Donc ce sont des maladies qui sont fréquentes, qui ont un retentissement à long terme, mais pour lequel un traitement est rapide et efficace. Voilà, donc bon, je passe les détails sur la sanitation. Voilà, donc ça c'est ce qu'il faut retenir à peu près. Mais surtout, pensez à ce que vous avez vu là, c'est que c'est une maladie qui est potentiellement émergente. Ce ne sont pas des maladies qui existent uniquement... sous les tropiques pour le coup. Et
Et je crois que je finis là-dessus. Ouais, voilà. Ces maladies. En fait, c'est principalement les populations migrantes. Oui, on les retrouve. Oui, oui, c'est encore une fois, c'est on en voit, je sais pas, à Cochin, donc c'est pas quand même pas, on en voit facilement une par semaine, quoi, une ou deux. Les bilharzioses